Ils sont originaux, surprenants, émouvants, sincères. Pas toujours parfaits, ils ont ce truc qui fait qu'on les aime. Ils ont besoin d'être lus pour écrire. Vous êtes leur lecteur. Ils sont les auteurs auto-édités. Et vous écoutez Le Tremplin des auteurs, une émission conçue et présentée par Vera Sayad. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Charlie Auderne. Ce prénom mixte, Charlie, est tout à fait à l'image de l'auteur, dont l'écriture et l'univers âpre et musclé se teintent par moments de subtiles veinures poétiques et de fines analyses des situations. C'est un univers issu tout droit de la science-fiction et de la fantasy, où l'aventure se mêle à une réflexion plus philosophique sur l'humanité et ses limites. Tout cela sur fond de romance, pas tout à fait comme les autres. Charlie a 35 ans et écrit depuis l'âge de 16 ans. Son premier ouvrage a été publié en 2008 aux éditions Muffins et les suivants en auto-édition à raison de 4 en l'espace de 2 ans. Mais avant de donner la parole à Charlie, lisons un extrait d'une de ses œuvres, Sable, qui nous permettra d'aborder directement un aspect essentiel de ce qui caractérise son univers. Féor sourit au vieil homme puis se tourne vers Saxon. En parlant de mariage, ça serait bien que tu t'y mettes, mon gars. Eudora est bien trop belle pour te la faire prendre. Elle a 17 ans révolus à présent. Puis une femme qui sait écrire et compter, c'est bien trop rare pour la laisser à un autre. En disant cela, Féor envoie un coup d'épaule au jeune homme. Les autres rigolent de bon cœur. Saxon est l'un des rares jeunes hommes encore célibataires. Le jeune mineur sourit, un peu gêné. Mal à l'aise, il fait tourner son bol de gruau, maintenant vide, entre ses larges doigts. Ce n'est pas le moment. Galon éclate de rire. Il a beau être lui aussi assez jeune, il est pourtant déjà père 2 fois. Ah, si tu écoutes les femmes, ça ne sera jamais le moment. Trop chaud, pas assez à manger, trop jeune. Non, mon vieux, il faut que tu montres qui dirige. Comment veux-tu que ce soit possible, sinon ? Saxon secoue la tête. Maloc renchérit. C'est qu'on se pose des questions, nous autres. T'es un brave gars, Saxon, mais un gars, ce n'est pas fait pour rester seul. Ta maman n'aurait pas voulu ça. Le vieux mineur pose une main chaleureuse sur le genou du jeune homme. On sait que ça a été dur pour toi l'année dernière et que t'as pas moufté, rien. Mais maintenant que le deuil est passé, il faut penser à toi. Et comme t'as pas l'air de le faire, nous on le fait à ta place. Saxon sourit au vieil homme. Je sais, mais je n'ai pas besoin d'aide pour ça. Féor éclate de rire. Ah, fais gaffe à ne pas finir comme le vieil Enoch qui aime les garçons. Il y a qu'au Villebule que les gars se déshabillent pour d'autres gars, pas chez nous. Les hommes éclatent tous de rire sans voir que le rire de Saxon n'est pas vraiment naturel. Après une rasade d'eau fraîche, Saxon débarrasse ses collègues pour remettre les plats dans le monte-charge. Il va ensuite rejoindre les mineurs pour reprendre le travail. Charlie Auderne, bonjour. Bonjour. Nous venons donc de lire un extrait de Sable où on comprend que le héros, Saxon, aurait peut-être des tendances homosexuelles. Alors cela nous conduit à parler du genre littéraire boys love. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le boys love et d'où il vient ? En fait, c'est un courant qui vient du Japon, qui est très connu là-bas et qui commence à se développer en France depuis, on va dire, 5 ans à peu près. Et en fait, c'est de la romance entre hommes. Écrit par les femmes, pour les femmes. C'est un peu je vais un peu vulgariser, du harlequin, mais avec des relations homosexuelles. Et qu'est-ce qui peut attirer les femmes, en fait, dans ce genre de sujet, cette approche ? Je dirais un peu le côté tabou de ces relations un peu encore interdites et mal vues pour la majorité. La force des sentiments qu'il peut y avoir entre les héros qui sont quand même plus présent dans le sens, comme je disais, que c'était un petit peu interdit, un peu comme la Roméo et Juliette, mais avec 2 garçons, donc avec tout ce qui peut se comporter en question par rapport à la personnalité du héros ou par rapport à l'entourage également, et un peu beaucoup, je dirais aussi, de fantasmes féminins pour ce genre-là. Cette passion pour le boys love vous est venue comment ? J'en avais entendu parler quand j'étais au lycée, donc ça remonte, hein. Et à cette époque-là, ça m'intéressait pas trop. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser
au courant japonais, en fait, aux mangas, etc., aux animes. Et j'ai vu un anime qui s'appelle Please Save My Earth, où les personnages se réincarnent, et il y a une fille qui était amoureuse d'un garçon dans leur temps, qui se réincarne en garçon pour pouvoir être avec lui, mais elle n'arrive pas à arrêter ses sentiments, donc elle se déclare, et je me suis toujours demandé dans ce film, qu'est-ce qui se passerait si le garçon répondait aux sentiments de cette fille changeant en garçon, quoi. Alors j'ai vu sur vos différents sites, on reparlera tout à l'heure de votre communication Internet, que vous prenez bien soin de préciser que vos œuvres sont déconseillées aux moins de 16 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des scènes de sexe, de violence ? Il y a du sexe, hein, c'est normal, donc après je préfère que les adolescents soient assez mûrs pour pouvoir lire ce genre de scènes. Il y a aussi des scènes de violence, et puis des parlers assez rudes, on va dire. Vu que j'ai un caractère assez masculin, c'est sûr que ça correspond pas à une gentille petite fille qui attend de la romance pure et tout, quoi. Donc je préfère prévenir les lecteurs. Bon, je tiens toutefois à préciser que vous êtes vous-même maman et que c'est ce qui vous rend attentive à la sensibilité des plus jeunes lecteurs qui n'aimeraient pas être confrontés par surprise à ce genre de scène. Voilà, mais cela ne représente pas l'essentiel et loin de là de ce que vous écrivez. Sinon, je pense que je n'aurais pas trouvé très intéressant de vous présenter dans le tremplin des auteurs. Et donc, ce qui m'a plu dans ce que j'ai lu de vous, c'est ce contraste entre un univers très dur, très âpre, comme je le disais en introduction, et puis une analyse assez mature et assez subtile. Il y a des finesses dans la relation entre les personnages et leurs ressentis, et puis tout cela dans des univers très inspirés de la science-fiction et de la fantaisie. Et donc, je me suis trouvée malgré moi embarquée dans vos histoires et dans votre monde, alors que, a priori, je n'étais pas très séduite par le thème. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la romance en elle-même, qu'elle soit homosexuelle ou non, qui vous intéresse ? Ou est-ce que finalement c'est un moyen d'aborder des situations et des sujets plus approfondis ? J'essaye en tout cas de comprendre plus les personnages que le genre en lui-même. Bon, même si je pense qu'il y aura toujours des personnages homosexuels dans mes histoires, puisque c'est quand même la base de mon travail, je pense pouvoir... Ouais, de toute façon, c'est sûr, je ferai autre chose, quoi. Donc, oui, j'essaye de travailler, que ce soit masculin ou féminin, les sentiments plus que les... Comment dire ? Non, pas plus que les relations, mais je pense que j'essaye de travailler les situations, les ressentis des personnages pour donner plus de vérité à l'histoire que la romance pure et oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, plus qu'autre chose, quoi. Je préfère les histoires bien construites que la romance pure, en fait. Oui, effectivement, des histoires bien structurées, bien charpentées. Nous allons maintenant nous accorder une petite pause musicale avec un extrait de l'album Inner Seasons de Alba Luna.
Bon, Charlie, donc vous avez déjà plusieurs romans et nouvelles à votre actif. Est-ce que vous voulez bien nous faire un tour d'horizon de vos travaux? Le premier qui m'a fait découvrir, en fait, ça s'appelle Ourang No Feeling. C'est de la romance pure, justement. C'est mon premier livre qui j'ai commencé à le publier sur Fiction Press en gratuit, évidemment. Et j'ai été remarquée par une jeune maison d'édition qui s'appelle Les Éditions Muffin, qui m'a fait l'honneur d'être l'un de ses premiers auteurs publiés chez eux. Et en fait, ça a été le début de mon histoire, entre guillemets, de l'histoire de Charlie. Et en fait, cette histoire, c'est vraiment l'histoire d'un adolescent qui a 17 ans et qui se découvre homosexuel, amoureux de son meilleur ami. Justement, en fait, l'histoire commence où son meilleur ami dit oui, moi aussi, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres personnages qui rentrent en compte, et c'est vraiment plus une tranche de vie que de la science-fiction ou autre chose. Ensuite, je me suis lancée sur Natal Transition. C'est un mélange de genres, c'est de la science-fiction avec de l'heroic fantasy et du futurisme en fait. Ça se passe sur une planète qui n'est pas la Terre et où on découvre des personnages qui se transforment en animaux et où un groupe de métas, ça s'appelle les métas, sont choisis par une entité supérieure pour mener une quête, et cette quête on la découvre qu'à la fin. Donc je ne vais pas la dire, hein, évidemment. Et en fait, ces métas qui vivent dans un monde un peu plus moyenâgeux vont découvrir que leur monde n'est pas que moyenâgeux, donc avec des trains, des technologies, etc. Et donc c'est plus une quête cette fois-ci que de la romance. Ensuite, il y a eu Harem, c'est une coécriture avec une de mes collègues, c'est de la romance également, c'était plus pour s'amuser que sérieux. C'est vraiment, j'appelle ça des bleuettes. Donc c'est l'histoire donc ça se passe dans un harem, c'est l'histoire d'un jeune esclave roux qui est choisi pour remplacer donc le favori du prince par le prince. Et en fait c'est toute une petite romance vraiment gentillette là-dessus et voilà quoi. Ensuite après il y a les nouvelles, il y a un peu tous les genres je pense dans les nouvelles. Je suis pas très, oui il y a de contemporain, il y a un peu de science-fiction, un peu de futur, il y a un peu de tout quoi. Et là, actuellement, je travaille sur Sable, c'est de la science-fiction pure. Ça se passe sur une planète déserte, avec que du sable, justement. Et ce sable est assimilé à une sorte de mer, et où il y a des pirates. Il y a 3 mondes qui entrent en contact. Donc les villes-bulles, où il y a toute la nourriture et les produits possibles pour la vie. Les mines où sont extraits les pierres à carburant qui servent justement de monnaie d'échange contre la nourriture, et bien sûr les pirates qui mettent un petit peu le fouillis dans tout ça, qui ont bien sûr leur propre histoire, et c'est l'histoire donc d'un des mineurs qui rencontre un pirate. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je pense qu'on peut maintenant lire le premier chapitre de Sable, enfin, pas le premier chapitre, mais le préambule qui présente l'univers de Sable et ce qui peut s'y passer, si vous êtes d'accord, bien sûr. Du sable à perte de vue. Une étendue de sable. Une planète entière de sable. Le sable mangeur de chair. Le sable dévastateur. Le sable engloutisseur, le sable brûlant, le sable secret, le sable paix, la vie, la mort, tout est lié au sable. Sur les hauts plateaux de granit, la vie, les bulles de biosphère, seules taches de vert et de bleu dans l'immensité ocre. Les bulles sont le berceau de la vie. Cachés sous leur structure gigantesque se développent les champs, les animaux, les lacs poissonneux, tout ce qui permet à la communauté extérieure de survivre. En échange des produits des bulles, les troglodytes percent les roches et le sol du désert à la recherche de minerais, pierres à carburant, pierres précieuses, métaux. La vie à l'extérieur des bulles est rude et précaire. Les hommes meurent jeunes, les femmes sont vieilles avant l'âge, les enfants doivent rapidement s'endurcir pour espérer un jour rejoindre leur père à l'extraction des minerais ou leur mère au raffinage. Les plus habiles de leurs mains sont à la taille ou au sertissage, les plus chétifs à l'acheminement et les plus cultivés à la gestion. Les convois d'expédition des roches ou de vivres sont les proies faciles des pilleurs dans leurs vaisseaux de sable. Il n'est pas rare qu'un convoi disparaisse corps et biens, avalé par le désert ou détruit par les pirates. Ceux-ci évoluent en dehors de toute loi. Ils voguent d'un bout de l'océan de sable à l'autre, vivant en autarcie dans leurs vaisseaux géants, organisés comme une communauté.
Il n'y a pas de paix dans le désert, car toujours il se meut, brisant les villes, dévoilant les anciennes ruines, engloutissant les hommes. Il est facile pour un homme de disparaître. Il est facile pour une ville d'être effacée par une tempête hurlante. Il est facile pour quiconque de mourir. Le plus difficile, c'est d'y vivre. D'un côté, les bulles géantes, où la communauté primaire y vit et prospère. D'un autre, les troglodytes, qui survivent au milieu des rochers, fouillant le cœur de la planète. Et au milieu, les pillards. Un équilibre précaire, presque parfait. Sable est donc un projet différent des autres, puisqu'il s'agit d'une web-fiction. C'est une sorte de défi ? Oui, parce qu'en fait, j'ai eu un gros creux niveau écriture pendant 2-3 ans, en fait, et je voulais retrouver ce plaisir que j'avais avant d'écrire, en fait, quand j'ai commencé donc avec Orange No Feeling, de partager mon écriture avec les lecteurs. Et le seul moyen que j'ai, c'est, au lieu de faire mon petit projet dans mon coin, bien caché, sans avoir d'avis, sans avoir de retour, j'ai décidé de le mettre en version gratuite sur Internet, que ce soit sur Fiction Presse ou sur mon blog, voire même en version EPUB pour ceux qui ont des liseuses, qui est même beaucoup plus agréable. Et comme ça, avoir un suivi tous les 15 jours quand je poste mes chapitres des gens. Donc, et retrouver le plaisir, franchement le plaisir que j'avais avant, quoi, quand je partageais sans avoir l'édition, l'auto-édition, les corrections, tout ça, juste pour le plaisir. Il y a une interactivité avec vos lecteurs. Est-ce qu'ils vous inspirent pour la suite ? Est-ce qu'ils vous donnent des éléments ? Est-ce que ça fait évoluer votre projet ? Ou est-ce que vous avez une idée précise de l'histoire et de son évolution ? J'ai beaucoup de soucis avec ça, c'est qu'à chaque fois que je fais un plan, je n'arrive jamais à le suivre. Alors donc, j'ai un plan, une ligne directrice, mais après, les personnages prennent vie sous mes doigts et font leur petite vie de leur côté, d'ailleurs, un peu contre mon gré. Et en fait, les lecteurs m'accompagnent dans cette histoire, m'encouragent plus qu'autre chose, en disant que l'histoire leur plaît, etc. Ou en me faisant des critiques, bien sûr, en disant ça, c'est pas logique, explique-moi pour ça. Et c'est sûr que ça me permet d'avancer, mais l'écriture en elle-même, c'est pas que je prends pas en compte les lecteurs, mais j'essaye d'avancer dans mon idée, en fait. Vous avez donc créé un blog dédié à ce roman, Sable, en plus de votre site d'auteur, ce qui m'amène à aborder la question de votre communication Internet qui est bien faite, enfin vous êtes présente sur le net, et cela est très important pour un auteur auto-édité puisque c'est finalement le seul moyen qu'il a quasiment de se faire connaître d'un nouveau lectorat. Alors, quand je suis allée visiter votre site, il y a une chose qui m'a séduite, c'est le trailer de Natal Transition 2, donc le deuxième tome de la série Natal. Et alors, vous avez fait appel à une illustratrice pour faire ce trailer ? Mes livres, il y a toujours des illustrations à l'intérieur, il y en a 4 à peu près par bouquin, par livre. Je demande à une dessinatrice justement de faire les couvertures, donc je paye, c'est normal. Et en fait, pour le trailer, j'ai demandé à une amie qui est dans l'animation de prendre les images et de leur donner vie sur une musique pour pouvoir faire donc le trailer. Mais chaque couverture ainsi que les illustrations sont dans les livres papier. Pour en revenir à Sable, il est donc lisible en ligne sur le blog que vous avez créé exprès pour la circonstance et il est accessible gratuitement. Comme vous le disiez tout à l'heure, la gratuité vous permet en fin de compte de vous libérer de certaines contraintes ou des enjeux vis-à-vis de l'édition et de retrouver le plaisir de l'écriture. Et à ce sujet, vous vous définissez assez facilement comme auteur amateur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Oui, comme vous le savez, je manque de pratique. Je suis pas non plus très très douée sur certains points, et par exemple la grammaire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de travail encore à faire pour devenir meilleure, beaucoup. Il y a tellement de gens au-dessus que j'ai envie de rattraper que j'ai encore beaucoup de travail. Oui. D'accord, donc cette notion d'auteur amateur est donc par rapport à votre niveau d'écriture actuel et la façon dont vous l'évaluez, mais est-ce que vous avez comme ambition, comme objectif d'être un jour édité et d'être rémunéré pour vos écrits ? C'est le rêve de tout écrivain, je pense, même en tant qu'amateur. J'ai déjà envoyé plusieurs Natals aux maisons d'édition, mais bon, j'attends des réponses évidemment, mais
C'est un rêve, bien sûr. Après, si je ne peux pas me faire éditer par les maisons d'édition de grande envergure ou moyenne envergure, bah, je resterai à l'auto-édition, ça ne me dérange pas non plus. Hein, je veux dire, c'est voilà, c'est atteindre un rêve par l'édition, par une maison d'édition, c'est sympa, mais après, le plaisir de l'auto-édition, c'est aussi quelque chose une proximité avec les lecteurs qu'on n'a pas dans les grandes maisons. Mhm. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de faire une deuxième pause musicale avec cette fois-ci Odenville et son titre On pourra s'aimer. Ne revenons pas sur le passé, il nous a blessés trop souvent. Souvent, souvent. Mais vois-tu, je ne contrôle pas, et dès lors qu'il s'agit de toi, j'aurais dû t'aimer quand j'en avais le temps, quand tu m'as dit c'est le moment, quand j'ai tout laissé en plan. J'aurais dû t'aimer quand j'en avais le temps, quand tu m'as dit c'est le moment, quand j'ai tout laissé en plan. Je n'ai pas cessé d'y repenser, même si des ans sont écoulés. Oh non, non, non. Je veux pas paraître opportuniste, je veux pas déranger, mais j'insiste. J'aurais dû t'aimer quand j'en avais le temps, quand tu m'as dit c'est le moment, quand j'ai tout laissé en plan. J'aurais dû t'aimer quand j'en avais le temps, quand tu m'as dit c'est le moment, quand j'ai tout laissé en plan. Je nous veux toi et moi pour une dernière danse. Je me veux dans tes bras, sous un ciel immense. Je te dirai ces mots que je garde pour moi. Je repeindrai le ciel pour qu'il soit plus bleu. Je verrai l'étincelle au fond de tes yeux, car je sais que la chance enfin nous sourira. Et on pourra s'aimer comme on aime à 20 ans, quand on oublie le temps, quand on vit au présent. On pourra s'aimer comme on aime à 20 ans, quand on oublie le temps, quand on vit au présent. On pourra s'aimer comme balabaï, apapaï. On pourra s'aimer, ouais, s'aimer, non, 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 non. On pourra s'aimer, ouais, s'aimer, non, 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 non. Et on pourra s'aimer, ouais, s'aimer, non, non, Alors Charlie, j'ai vu que vous aviez entre 600 et 700 volumes vendus, c'est ça ? Oui, j'ai compté avec les éditions Muffin, évidemment. Moi-même, en auto-édition, je dois être à 450-500. Avec que ce soit chaque histoire, donc les trois romans, enfin, et les versions EPUB. Ce qui est déjà tout à fait honorable. Oui, je trouve aussi. Je suis très fière. Vous avez commencé quand ? L'auto-édition en 2010. 2010. Voilà, donc en un peu moins de 3 ans, vous êtes parvenu à séduire et à attirer vers vous ces 450 lecteurs en plus de vos ventes aux éditions Muffins. Oui. Alors, votre ambition est-elle de mieux faire connaître Charlie Auderne, ou est-ce que vous avez aussi envie de mieux faire connaître le genre boys love ? Charlie, j'aimerais bien qu'elle soit bien plus reconnue, parce que si elle est connue, les gens vont la lire, c'est bien. Mais le boys love, c'est quand même... ça commence à intéresser les maisons d'édition, je pense, par exemple, à Voyelle Édition, qui a sorti une collection spéciale pour le boys love. Il y a les éditions Lasca également, c'est des petites maisons d'édition, de même que Brajlon aussi commence à diffuser le boys love. Donc je pense que ça va devenir assez courant, comme le Harlequin et comme la romance, etc. Très bien.
Puisqu'on parle avenir, est-ce que vous avez des projets pour les prochains mois? Est-ce que vous avez quelque chose dans le four à nous préparer? Sable, évidemment. Continuer, tenir le coup par rapport à cette histoire. Et je réfléchis à une autre histoire qui me trotte dans la tête, qui ne sera pas Boys Love, justement, et qui est beaucoup plus sombre, ce sera plutôt dans le psychologique. Donc on verra. C'est un défi pour moi, parce que je connais pas trop, je sais pas, j'ai jamais travaillé trop dans ce genre-là, mais je tiendrai le coup, j'y arriverai. Et est-ce que votre entourage accepte volontiers les thèmes abordés, vos choix de sujets? Quand Ouf est sorti, Organ of Feeling est sorti, donc Ouf. Donc quand Ouf est sorti, toute ma famille s'est jetée dessus, donc j'ai une famille assez nombreuse. Et tout le monde l'a lu, puis quand je suis allée voir l'année suivante, c'était bien, dis donc, t'as une bonne écriture. Les thèmes sont particuliers quand même, hein. Mais bon, ils ont tous accepté, même s'ils m'ont trouvé un peu bizarre, mais ils m'ont toujours trouvé bizarre, donc c'est pas grave. Mais donc, ouais, ma mère m'encourage beaucoup, et mon mari, même s'il ne comprend pas tout, est toujours là pour me soutenir, donc c'est très sympathique, quoi. Eh bien, merci beaucoup Charlie Auderne. Pour finir, je vais lire un extrait d'une nouvelle intitulée « L'homme et la bête » qui illustre alors, elle, ce monde fantastique où les humains se transforment en animaux divers et variés, ce qui est aussi un de vos thèmes favoris. Cette nouvelle reprend assez classiquement cette fois-ci la transformation de son héros Samuel en loup-garou et amène à s'interroger sur la notion de liberté et de bestialité. Et puis, pour les auditeurs qui voudraient retrouver Charlie Auderne sur le net et avoir accès à ses romans et nouvelles, qu'ils soient en accès libre ou à la vente, il vous suffit de vous rendre sur le podcast de radiolézard.fr où vous obtiendrez tous les liens, ainsi que sur la page Facebook de l'émission Le Tremplin des auteurs. Merci beaucoup, à bientôt. Rester un homme, rester humain. Qu'est-ce qui définit l'humanité ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est reconnu par ses pairs? Les limites, les lois, les interdictions, les conventions sociales, la réflexion, l'intelligence, les émotions, le bien, le mal, tout est tellement subjectif. Pourtant Samuel s'accroche à son humanité alors que le soleil sombre derrière la ligne d'horizon. Dans quelques heures, la lune se lèvera. Dans quelques heures, il sera contraint d'abandonner tout ce en quoi il croit pour se plier à une volonté supérieure. Contraint d'obéir, contraint à l'esclavage, être enchaîné tout en étant plus libre que jamais. Un paradoxe des plus ignobles. Alors, pendant quelques heures, Samuel va se raccrocher à son humanité, repousser de toute sa volonté son instinct, serrer les dents pour ne pas hurler. Mais inexorablement, la lune s'élève. Ses rayons argentés tombent sur le monde, sur la maison de Samuel, par sa fenêtre, contre sa peau. Cette dernière commence à fumer, à se cloquer, à éclater puis se fendre. Les os de l'homme se brisent dans des craquements humides, remodelant son corps. Les bruits sont sinistres. L'homme hurle de douleur. La bête hurle sa libération. L'homme n'existe plus. L'humain est mort alors que naît la bête. La bête, l'animal, la créature. Un hurlement déchire le silence. Puissant, bestial, instinctif, primal. Un rugissement sortant des tripes, évoquant la liberté, la force brute. Un cri qui n'en finit pas. Le loup-garou. Il est tout ce que l'homme n'est plus. Aucune limite, aucune contrainte. Il mange quand il a faim. Il dort quand il a sommeil. Il boit quand il a soif. L'instant présent, le maintenant, le toujours. Courir, sauter, chasser, mordre, arracher, tuer, jouer, jouir. Mourir. Mais qu'importe. Il est la puissance incarnée, la liberté sublimée. L'instinct le guide, l'instruit, le domine. Qu'est-ce qui fait qu'un animal est ce qu'il est? Un homme n'est-il pas une bête dissimulée sous un vernis d'humanité? L'homme tue, viole, pille, détruit en connaissance de cause. Il crée, enfante, construit tout autant. La bête libérée,
Est-elle mieux que l'homme? Moins que l'homme? En attendant, le loup court à travers les champs et les bois, reniflant une proie, la chassant. Prend-il plaisir au sang versé? À la chasse? Au goût du gibier entre ses dents qui claquent et déchirent? Ou bien est-ce ce qui reste de l'homme qui jouit de l'annulation des limites imposées par son humanité? Samuel nie la bête en lui 27 jours par mois. Il rejette la possibilité que lui offre cette dernière de s'échapper de son carcan d'homme. Il la refuse, il la conchit, l'exècre. Pourtant, tout au fond de lui, dans la partie la plus noire de son être, il ne peut que gémir de bonheur de se voir offrir cette libération. Qui peut se targuer de pouvoir, une fois par mois, devenir autre chose qu'un homme coincé dans son statut d'humain? Qui ne rêve pas de n'être qu'une masse d'instincts, de nécessités primaires, de pulsions, et cela sans conséquence? Oublier les limites, oublier les lois, les autres, nous-mêmes, ne vivre que pour soi, réaliser ses besoins immédiats, ne pas attendre demain. Est-ce si terrible? Monstrueux?